The great thing about art, as you know, is that people are free to interpret any of these things the way they want. You know, the main thing is that you always want to try and get something that gets opinions out of people. So, you know, a lot of times with these things, you kind of start in one place and then you kind of have your own ideas and your own thoughts about the stuff, and then you let it go to people, and then all of a sudden, people pick up on a different angle of something that you never saw coming, and there's always, it's open to interpretation. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste un nouveau format, grandement inspiré par Florian Garcia. Si jamais vous ne connaissez pas ces vidéos, elles sont super cool, plutôt orientées guitare. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser à Lars Ulrich, le batteur de Metallica, et on va se demander si c'est un bon ou un mauvais batteur. Mais avant de répondre à la question, si vous voulez m'aider à développer la chaîne, je vous encourage fortement à vous abonner et à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Donc c'est parti pour ce nouveau format. Est-ce que Lars est un bon batteur ? Lars, c'est le batteur du groupe emblématique de métal Metallica. Est-ce que Lars est un bon batteur? C'est un sujet assez complexe pour plein de raisons. Je vais vous la faire très rapidement, mais oui, Lars est un bon musicien. Et je vais même aller plus loin, je pense que c'est un excellent compositeur. Et si Metallica en est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Je m'explique. Lars est souvent moqué pour sa technique de batterie, qui est entre guillemets pas terrible. Alors effectivement, depuis on va dire milieu des années 2000, Lars est plutôt sur la pente descendante d'un point de vue technique. En tout cas, on a l'impression que son niveau technique se dégrade d'année en année. En tout cas, c'est devenu une habitude sur les réseaux de faire des compilations de ses fails. C'est pourquoi je ne vais pas forcément m'attarder que sur le côté technique pour l'instant, on y reviendra à la fin, mais l'idée, ça va être plutôt de parler de composition. Donc, je vous disais que Lars était un excellent compositeur, et on va donc s'intéresser à essayer de comprendre comment Metallica compose, comment Lars rentre dans le processus créatif, comment tout ça, ça fonctionne. Donc, quand on parle de Metallica, on parle surtout, principalement de riff et donc de guitare. Et qu'est-ce qu'un riff? Alors, si on regarde dans le dictionnaire, riff, c'est une courte phrase musicale à la mélodie simple et au rythme marqué répétée par un instrument. Et quand on écoute les albums de Metallica, on se rend compte qu'il y a une omniprésence de riffs de guitare. On n'a pas beaucoup de moments atmosphériques, c'est beaucoup de riffs, et c'est ce qui va faire la caractéristique de ce groupe. Là, le batteur a plusieurs possibilités. La plupart du temps, soit il va pouvoir suivre le riff, le mettre en avant, pouvoir appuyer ce riff rythmiquement parlant, ou tout simplement essayer de jouer autour pour créer une complémentarité rythmique entre les instruments. Et avec la somme de ces rythmiques-là, donc la rythmique de la guitare, la rythmique de la basse et la rythmique de la batterie, on va créer une rythmique globale qui va s'entremêler, donner quelque chose de plutôt ambiant. Ça peut être super intéressant. C'est ce que peut faire par exemple Tool. Et donc, où est-ce que se situe Lars à votre avis? Il va très souvent mettre sa batterie au service du riff. Alors je vous ai fait une petite sélection de morceaux, j'ai récupéré seulement les guitares et moi je vous ai joué la batterie par-dessus. Vous allez pouvoir voir la complémentarité rythmique qu'il y a entre la batterie et la guitare. Donc prêtez bien attention au riff de guitare, essayez de prêter attention à ce que la batterie va appuyer, on va vraiment appuyer le riff. On va commencer avec l'album Unjustice for All, un de mes albums favoris. Et donc la batterie, elle, va venir appuyer chaque changement de note. La batterie va vraiment appuyer cette note-là et cette note-là. Et après,
Après avoir parlé de ces différents riffs de guitare, quand on regarde les crédits des morceaux, sur la grande majorité, on va retrouver Lars et James Hetfield qui sont crédités sur une grosse partie de tous les morceaux. Ce qui veut dire que c'est les deux compositeurs, en tout cas les deux personnes qui vont décider du morceau final. Et donc c'est pas forcément anodin que la batterie et la guitare rythmique soient fortement liées. On peut imaginer du coup qu'ils composent ensemble, que James Hetfield arrive avec sa guitare, compose un riff et que Lars doit lui trouver une rythmique de batterie sur ce riff de guitare. Ce qui veut dire que la batterie est vraiment composée dans le sens du riff. Et c'est pas forcément anodin cette façon de composer parce que on peut aussi très bien composer sur des lignes de basse en tant que batteur ou même peut-être des fois sur des lignes de chant, mais on peut donc imaginer que si James Hetfield avait été bassiste, on aurait eu un rendu totalement différent dans Metallica parce que la basse et la batterie auraient composé ensemble la base du morceau, tandis que là on a une guitare et une batterie, ce qui veut dire que le résultat final n'est pas le même et que la basse est finalement plutôt dans l'accompagnement, elle n'est pas vraiment sur le devant. Et donc c'est en partie pour ça que Metallica n'est pas forcément un groupe où la basse est vraiment mise en avant parce que la base de la composition c'est vraiment la guitare rythmique et la batterie et c'est ça qui pour moi caractérise le groupe. C'est là où Lars a vraiment sa force, c'est que lui, il va créer des riffs, entre guillemets, de batterie. On peut parler de riffs de batterie quand on a vraiment des rythmiques comme ça qui vont porter le morceau, qui vont mettre en avant la musique et qui peuvent même des fois se suffire à eux seuls. Ça va être le cas par exemple des morceaux comme Sunday Bloody Sunday, ou Rosanna de Toto. Voilà, il y a des rythmiques tout de suite qui vont porter un morceau et je pense que Lars en a fait pas mal. Même si c'est forcément lié à la guitare, c'est des rythmiques qui toutes seules déjà sont très inspirantes. Donc on peut parler d'Injustice for All, ou de Master of Puppets, même si Master of Puppets, on voit bien qu'on est plus dans l'accompagnement, on va accentuer les fins de phrases. Donc je vous ai fait une sélection d'autres riffs de batterie que je trouve vraiment hyper cool. Donc il y a un autre gros point sur lequel j'entends pas grand monde parler de Lars, c'est la direction artistique de Metallica, qui est fortement influencée par Lars. Et en réécoutant tous les albums, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que le groupe n'a pas cessé de se réinventer au fil des années en prenant des risques et des directions plutôt tranchées, que ce soit en termes de production musicale ou en termes de style, en termes d'exploration musicale. Et je trouve que pour un groupe entre guillemets mainstream, ou un groupe voilà d'ampleur internationale, je trouve que c'est plutôt respectable de toujours aller chercher quelque chose de nouveau, de tenter des choses. Après les 3 premiers albums plutôt orientés trash, on s'aperçoit que le groupe il entame un virage plutôt progressif avec l'album Injustice for All, même si il avait déjà été bien entamé avec Master of Puppets juste avant. Et Injustice for All a déjà un son assez spécifique, avec une production assez froide. Et il y a un article qui a apparu il n'y a pas longtemps sur ce sujet, sur pourquoi cet album sonne si particulièrement. Donc voilà, si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à l'écouter, vous allez voir. En gros, le reproche qu'on lui fait, c'est qu'il manque cruellement de basse. Avec une production plutôt cheap à l'époque, on savait faire des choses assez énormes. On arrive sur la fin des années 80, et là, on retrouve vraiment quelque chose de très froid, d'assez crade finalement, mais qui lui donne vraiment, avec le temps, on va dire, un charme particulier. Tout le monde se souvient du son de l'album Injustice for All. Et donc, si on lit un petit peu l'article, donc c'est une interview de l'ingé son qui a travaillé sur l'album. Donc, Steve Thompson a suggéré que Lars était responsable du manque de basse sur le disque. Il a dit que Lars voulait que sa batterie sonne d'une certaine manière, même si cela signifiait couper la basse. Donc vous allez dire encore Lars qui gâche tout entre guillemets. Alors voilà, aujourd'hui on en parle, en bien ou en mal, mais c'est vrai qu'on en parle. Et en dehors de la composition, il y a une vraie volonté d'aller chercher des choses et de se mettre en danger. Ce qui pour, entre guillemets, un artiste
est pour moi quelque chose de très important. Et aussi on pourrait parler du Black Album, avec sa grosse production, donc du coup avec Bob Rock à la prod cette fois-ci, qui va permettre voilà, de les faire connaître au grand public. Et après on va voir l'album Load and Reload. Metallica va vraiment prendre un virage plus rock on va dire. Et après on arrive au sujet que je voulais aborder, qui est l'album Saint Anger, qui est pour moi l'un des plus intéressants. Et c'est encore Lars qui va faire parler de lui, avec sa fameuse caisse claire. Il y en a qui pourraient dire sa fameuse casserole, qui pour certains va être inaudible à l'écoute, mais moi personnellement en le réécoutant aujourd'hui, je trouve que c'est un album super cool, avec effectivement des longueurs, mais comme je l'ai dit plus tôt, avec une prod bien particulière. C'était vraiment l'époque du néo-metal, et moi je trouve que cet album est vraiment reconnaissable entre mille, et finalement bien ancré dans cette mouvance-là néo-metal. Et dans une autre interview, que je vous invite fortement à aller lire, on voit bien que Lars, c'est encore lui qui a imposé ce son-là. Donc c'est Bob Rock qui parle, donc qui était leur producteur sur aussi le Black Album. Alors qu'est-ce qu'il nous dit cet article ? Je suis d'accord, donc là c'est Bob Rock qui parle. Je suis d'accord avec ce choix de son, le truc c'est que c'est intéressant, il y a une histoire. Pendant que nous faisions cet album, nous sommes allés dans leur clubhouse, nous étions à San Francisco, et nous sommes allés dans leur salle où ils les ont répété avec Cliff Burton, qui est l'ancien bassiste, qui est malheureusement mort dans un accident de car dans les années 80. Et nous avons passé un bon moment, et Lars m'a parlé de sa batterie, comment il aimait s'installer, etc. Donc, visant une étincelle créative, Bob Rock a pris la décision de commencer à s'amuser avec d'autres fûts, encourageant Lars à démolir son installation habituelle à la recherche de quelque chose de nouveau. Lars a donc installé sa batterie dans une salle de répétition, il n'arrêtait pas de la regarder, et finalement, il s'est assis et a dit « Donne-moi une caisse claire ». Je vais acheter une caisse claire Plexi Ludwig parce que je voulais l'essayer. Il l'a mise sur la batterie et a dit « C'est ce son qu'il nous faut ». Donc après avoir installé quelques micros, Bob Rock et Lars ont fait quelques démos, et c'est Lars qui est resté inflexible sur le fait que le son de la caisse claire ne devait pas être altéré. Il ne voulait tout simplement pas revenir en arrière, je ne le blâme pas. C'est ce qui se rapprochait le plus de leur présence dans ce club, et quoi qu'en dise tout le monde, cela a permis au groupe de rester unis, ça les a inspirés à continuer. J'accepte toutes les critiques que j'ai reçues, c'est un putain de son de caisse claire, laissez-moi tranquille. Parfois on entend à peine la batterie, parfois la basse est la chose la plus forte. En d'autres termes, on jette les règles par la fenêtre, une partie de Saint Anger consiste à faire la même chose, et à dire pourquoi devons-nous installer la batterie de la même façon que d'habitude juste parce que cela a un rapport avec le métal. Donc comme sur Injustice for All, Lars fait des choix tranchés. Il suit une direction artistique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il la suit, il l'assume à 100%, il va jusqu'au bout du processus. Et l'idée de se renouveler, c'est quelque chose d'assez perpétuel chez lui. Voilà, il a changé son kit, il a essayé de recommencer à zéro. Le but, c'est d'aller chercher des nouvelles choses, de puiser au fond de lui, essayer de comprendre pour amener quelque chose de nouveau. Et l'idée de se renouveler, de se mettre en danger, ça permet souvent d'aller chercher des choses inattendues. Donc vous voyez que Lars, il est plutôt investi dans son son de batterie, dans le son du groupe, et ce n'est pas simplement qu'un simple batteur qui joue ses parties batterie, c'est quelqu'un voilà, qui cherche à comprendre et à amener les morceaux un peu plus loin à chaque fois. Simple. The second one with the rest of us, where the first one sounds exactly like you're sitting in a room by yourself. I mean, it's not bad, but I mean. Et je voulais encore vous parler donc d'un dernier exemple. C'est l'album suivant qui arrive, donc l'album Death Magnetic, qui va faire office de retour aux sources. Donc pour moi, qui est vraiment un mi-chemin entre un Master of Puppets, un Injustice for All. Et c'est un de mes albums préférés s'il n'était pas si difficile à écouter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait cet album a été mixé et masterisé très fort. À l'époque on parlait de Loudness War, c'est la guerre des volumes. Le principe était de faire sonner le morceau très très fort, avec beaucoup de compression, c'est-à-dire en réduisant la dynamique, le rapport entre les moments les plus calmes et les moments les plus hauts. Et pourquoi faire ça? Quel est l'intérêt vraiment voilà, de pousser vraiment à fond les curseurs à la limite de l'écoutable? J'ai trouvé un petit article sur le Wikipédia concernant la Loudness War, hyper intéressant, je vous le lis. Donc si l'on présente à des personnes prises au hasard deux enregistrements identiques au volume sonore près, il est probable que le plus bruyant soit perçu comme sonnant mieux. Donc la psychoacoustique a montré que plus le son est fort et plus il retient notre attention, et que nous le préférons pour de courtes périodes d'exposition. Les artistes comme auditeurs en général ont tendance à exiger que la sonie de leur enregistrement soit au moins égale à celle de leurs concurrents. On a tous fait l'expérience de « oh, quand c'est plus fort, ça sonne mieux ». Et l'idée c'est que ces morceaux-là, quand ils sortent au mastering, donc quand on a fini le mixage, donc c'est-à-dire les équilibres entre tous les volumes, entre la batterie, la basse, la guitare, la voix, etc., c'est amené au mastering. Et là le mastering va, on va dire que c'est la dernière couche avant la sortie de réglage, et là on va intervenir donc sur la piste entière, donc le master,
Avant, on avait toutes les pistes en séparé. Maintenant, on a une piste complète qui contient tout. On va intervenir dessus et on va voilà travailler la compression. On va travailler plein de choses. Je suis pas du tout expert en mastering, mais voilà. Pardonnez-moi les techniciens. J'essaie de vulgariser ça au plus simple. Je vous montre un petit graphique du spectre sonore des morceaux des années 80 jusqu'à la fin des années 2000, où on voit que c'est de plus en plus épais. Et le problème, c'est qu'à un moment, plus on arrive aux limites, et après on crée ce qu'on appelle de la distorsion, c'est-à-dire que le son, lui, va être abîmé. Le volume de sortie augmente de plus en plus, et puis à un moment, on arrive à un moment où on peut juste plus aller plus haut, sans risquer de détériorer le son. Et là, c'est ce qui s'est passé avec cet album. L'album, il clique de partout, l'album, il est comme ça tout le temps. C'est-à-dire que sur une courte période, ça va donner quelque chose de très puissant, mais à la longue, sur une écoute entière, ça va être très fatigant pour les oreilles. J'ai du mal à aller jusqu'au bout, et c'est dommage parce que les compos sont excellentes. Donc même si je sais que Lars n'a pas mixé lui-même les morceaux, et le groupe n'a pas fait le mastering lui-même, c'est eux qui valident, et c'est eux qui mettent un point final. Et comme on sait que Lars et James Hetfield sont fortement liés à la composition et aux décisions du groupe, c'est forcément un choix du groupe de l'avoir laissé comme ça. Alors, il y a deux raisons, c'est soit ils ont plus d'oreilles et ils mettent tout à fond, mais je pense sincèrement que c'est plutôt sur un choix esthétique, ils voulaient pareil, voilà, tenter quelque chose, essayer d'apporter un nouveau son, quitte à sortir des sentiers battus. Comme avec Saint-Anger, ça va plaire à certains, déplaire à d'autres. C'est à vous de faire votre interprétation et de juger si l'album est réussi. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Donc il y a eu plusieurs versions qui sont sorties par la suite. Je sais que sur iTunes, on a une version avec un mastering beaucoup plus clean. Et donc pour terminer, effectivement, pourquoi Lars est un bon batteur? Parce qu'aussi il a inspiré des dizaines et des dizaines de batteurs. C'est vraiment, ça a été une référence pour certains. On peut citer par exemple Mario Duplantier, donc de Gojira, qui vraiment, voilà, l'a dit plusieurs fois même en interview. Je vois pas pourquoi aller critiquer une personne qui a été si inventive, si quelqu'un qui a créé des chefs-d'œuvre absolus, c'est ça qui compte. Quelque part, on n'en a rien à foutre de comment il joue aujourd'hui. Lars Ulrich, c'est ce qu'il a créé qui compte. C'est la manière dont il gère l'entité Metallica, c'est le logo est plus important. Et puis, si demain on met un super batteur hyper tight dans Metallica, on va se faire chier, quoi. Voilà, et je comprends ce qu'il veut dire dans ce sens-là, grâce aussi à ses performances sur scène, à sa façon de pouvoir tenir un public, à son implication dans le groupe. Qu'est-ce qu'on attend la plupart du temps d'un artiste? C'est d'avoir un univers, et cet univers se décline sous plusieurs formes. Ça peut être la cohérence d'un album, le choix du son, la façon de jouer sur scène. Et Lars, pour moi, coche toutes les cases. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire que Lars est un mauvais batteur. Lars est un bon musicien au sens large. Et même si aujourd'hui il n'a plus le niveau pour pouvoir assumer les compositions qu'il a faites, ça serait vraiment dommage de le réduire à ça. Après, son image médiatique ne l'aide pas non plus. Je vous conseille d'aller voir le documentaire Some Kind of Monster. On peut y voir son implication dans le processus créatif du groupe, sa volonté toujours d'aller chercher des nouvelles choses et de se mettre en danger. Et comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, c'est ce que j'attends d'un artiste. Que ce soit réussi ou pas, après, voilà, ce n'est pas de son ressort à lui. Mais voilà, m'emmener dans son univers, quitte à ce que celui-ci ne me plaît pas, ou me déroute, me fasse perdre mes repères, ce n'est pas un problème, ça ne peut pas être réussi à chaque coup. Et puis les goûts évoluent avec le temps. Avec des albums comme Master of Puppets, And Justice for All, Saint-Anger, Death Magnetic ou même les deux premiers, Lars a prouvé à plusieurs reprises qu'il était un bon batteur. Et d'ailleurs, dites-moi quel est votre album préféré de Metallica. N'hésitez pas à mettre votre morceau préféré dans les commentaires. Après voilà, concernant son niveau de batterie, c'est vrai que on va se dire que sur un groupe de cette ampleur-là, il n'a pas le droit de pas être en place. Mais je pense que Lars, depuis le début du groupe, nous dit indirectement qu'il en a strictement rien à foutre, qu'il fait ce qu'il a envie et que c'est son problème. Et qu'après, voilà, lui, il fait une proposition artistique, on réceptionne ou pas. C'est pour ça que finalement, je peux pas lui en vouloir. Il nous a fait des super albums, il a fait des super lives, il a donné ce qu'il avait à donner. Je pense pas qu'il retrouvera son niveau d'autant, je pense pas qu'il ait forcément la volonté de le retrouver. Moi, ça me dérange pas, je kiffe toujours les anciens albums, je les écoute. Et puis, si j'ai envie de les voir en live, j'irai les voir en live, en sachant ce que ça implique. Et donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao. Pour terminer cette vidéo, on va se faire une composition typée Metallica, donc avec des riffs de guitare, une batterie à la Lars Ulrich, une basse pas trop présente comme on a vu, et puis un solo de guitare, parce que Metallica c'est des solos de guitare aussi. Et pour ça, j'ai la super pédale
La Crybaby là tout simplement, pédale de wah-wah très classique que Kirk Hammett utilise à outrance. Il y a plein de mèmes là-dessus aussi sur internet. On va se faire une petite compo pour un peu illustrer tout ce que j'ai dit, voir un peu comment la batterie pourrait interagir avec la guitare, etc. Tout ce qu'on a vu avant quoi. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, abonnez-vous, ça m'aide grandement. Mettez un petit commentaire, c'est toujours bien pour le référencement. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.